Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Où va le marché de l'immobilier ? Est-ce qu'on est en fin de cycle ? Est-ce qu'on est à l'aube d'un grand retournement ? On pose la question tout de suite à Vincent Desruelles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études chez Xerfi Precepta. Vous venez de publier une étude fort intéressante. Vous parlez du grand retournement du marché de l'immobilier. Oui, tout à fait. On publie chaque année annuellement une étude globale sur les marchés immobiliers neufs, anciens, sur lequel on essaie de dresser un panorama d'ensemble et de présenter nos prévisions pour les années qui viennent. Alors, si on essaie de regarder un petit peu où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va et les différents points de blocage, ce qui est vraiment frappant dans la tendance actuelle, c'est qu'on est sur des points de blocage à la fois côté demande et côté offre. Côté demande, évidemment, il y a cette question du crédit qui cristallise tous les problèmes et les problématiques auxquelles sont confrontés les accédants, la hausse des taux, évidemment. Donc la hausse des taux qui est très largement influencée par le phénomène inflationniste qu'on connaît maintenant depuis un an. Phénomène inflationniste qui certes va pas accélérer, mais reste encore très largement présent, au moins pendant toute une partie de l'année 2023, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur un régime de taux qui est complètement différent par rapport à celui qu'on a connu. Alors, entre parenthèses, c'est vrai que le régime de taux sur lequel on était depuis 5 dernières années était assez exceptionnel par rapport à une tendance longue. Sauf qu'on s'en rendait pas compte. Oui, voilà, c'était devenu une espèce de nouvelle normalité, mais sur une tendance longue, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le fait qu'on s'approche des 3%, c'était quelque chose de tout à fait normal il n'y a encore pas si longtemps. Aujourd'hui, voilà, on est autour de 3, on va sûrement arriver peut-être vers 4% en cours d'année. Donc c'est effectivement un choc qui est loin d'être négligeable pour les ménages accédants, puisque dans le même temps, les prix n'ont pas baissé. Donc ce qui fait que le pouvoir d'achat immobilier, la capacité d'emprunt des ménages a été très largement réduite, de l'ordre de 15-20% des capacités d'emprunt. Donc le premier facteur, les taux d'intérêt, le blocage du marché du crédit. Ensuite, bon, il y a évidemment un contexte qui est plutôt négatif du côté des ménages sur le pouvoir d'achat. Pour 2023, on va rester sur ce contexte de taux qui augmente et en progression. Donc ça c'est côté demande. Et côté offre, le coût de la construction neuve a subi ce choc inflationniste de façon très marquée en 2023. Le marché des maisons a connu une des pires chutes qu'on ait connues, avec quasiment une baisse de près de 30%. Les ventes des promoteurs aussi ont reculé de l'ordre de 15%. Ces acteurs-là ont été particulièrement touchés par la hausse des coûts de l'ensemble des matériaux de construction au cours des derniers mois. Le métal, le bois, l'ensemble des principaux matériaux a été touché par des fortes hausses, 30-40% parfois. En très grande majorité, les professionnels du bâtiment répercutent la hausse, autour de 70-80% de la hausse des prix. Tout ça, ensuite, en bout de chaîne, se répercute sur la hausse des coûts. Les devis des maisons explosent. C'est ça qui a entraîné cette forte baisse et qui ne va pas arranger les choses non plus en 2023, puisque même si le plus dur de la hausse est sans doute passé, il n'y a pas de phénomène de retour en arrière, c'est-à-dire que les prix se fixent en fait à une nouvelle échelle sans qu'il y ait de mouvement de balancier équivalent, si vous voulez. Donc dans le neuf, effectivement, les prix restent élevés. Dans l'ancien, il y a des ajustements, des mini-ajustements pour l'instant à la baisse. Comment est-ce que vous voyez la suite ? Alors dans l'ancien, effectivement, on est sur des mini-ajustements pour l'instant qui sont pas d'une ampleur phénoménale et qui sont loin de compenser la perte de pouvoir d'achat des ménages dans l'ancien. A priori, les ajustements vont avoir lieu plutôt sur les volumes. C'est quelque chose qui est encore pas complètement visible pour l'instant, mais qui devrait s'accélérer, où les volumes ont vocation à être la principale variable d'ajustement sur le marché de l'ancien. A priori, on est sur une baisse au moins de 10%, des volumes, peut-être un peu plus, peut-être on ira vers les moins 15, moins 20. On est sur un mouvement de retournement, mais encore pas la grande crise. On n'est pas sur un effondrement total des transactions, ni des prix finalement, puisque il y a un mouvement de rééquilibrage, mais
comme à travers les mécanismes dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire que voilà, un certain attentisme des vendeurs, ceux qui ne sont pas forcément pressés. Il y a vraiment un mouvement qui est long, qui est relativement long à se mettre en place, qui sera peut-être un peu plus rapide sur les marchés où le déséquilibre était sans doute beaucoup trop grand. On pense évidemment tout de suite à Paris, à peut-être quelques grandes villes, métropoles régionales, Lyon, Bordeaux, Nantes, où c'est vrai que les hausses ont été vraiment très 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 marquées au cours des dernières années. Et finalement, le rééquilibrage est un peu plus lent. Et un peu plus lent à se mettre en place. Est-ce que la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est un changement de cycle parce qu'on sait que l'immobilier, c'est cyclique et c'est un nouveau cycle ou c'est vraiment un point de bascule lié à la guerre en Ukraine, lié à une situation économique mondiale très très compliquée? Si on suppose que le contexte lié à la guerre en Ukraine finalement n'est plus uniquement conjoncturel, mais que c'est un contexte qui nous porte maintenant, qui va nous porter quelques temps, quelques années, on peut penser qu'effectivement que c'est un nouveau cycle, c'est-à-dire qu'on est rentré sur un cycle de rééquilibrage qui n'est pas forcément négatif en soi, puisqu'on était sûrement sur une situation de déséquilibre un peu trop profond au cours des dernières années, parce que le marché finalement tenait uniquement à travers des taux bas et une durée des prêts qui s'était considérablement allongée aussi. C'est quoi la différence entre un déséquilibre profond, comme vous venez de dire, et une bulle? Une bulle a vocation à exploser. Donc, si une bulle explose, ça veut dire que du jour au lendemain, quasiment, on change complètement et il y a un écroulement très rapide. C'est pas vraiment le cas. C'est pour ça que, en général, on a toujours été assez réticent à utiliser ce mot de bulle, en tout cas pour l'immobilier dans nos publications. Par contre, on était, je pense, effectivement sur un déséquilibre de marché, puisque le marché tenait uniquement grâce à certains critères qui aujourd'hui, on voit que ces déterminants ne sont plus tenables, c'est-à-dire des taux très bas et des durées de prêt qui s'allongent, on voit que tout de suite les conséquences sont voilà, des prix qui commencent à baisser, puis des transactions qui vont refluer assez fortement. Ce qu'on comprend à vous écouter, vous marchez, j'ai l'impression, sur des œufs, mais finalement, vous n'êtes pas si pessimiste que ça sur la situation. Non, parce qu'après, voilà, il y a quand même certains moteurs qui restent présents, la volonté d'accession à la propriété qui reste forte, voilà, le côté valeur refuge de l'immobilier qui reste également présent. Le fait, alors on n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais le fait que sur certains marchés tendus et qui encore attractifs, qu'il peut y avoir un certain afflux de biens à vendre sur le marché du fait de passoires thermiques. Je pense notamment à Paris où quasiment la moitié du parc est classé F et G. C'est des biens dont on sait qu'une part relativement importante des propriétaires vont vouloir remettre sur le marché pour qu'ils soient rénovés. Donc oui, voilà, il y a un ensemble de facteurs qui fait qu'on n'est pas sur un grand écroulement, plutôt sur une nouvelle tendance de marché, plutôt à la baisse, qui sera visible encore en 2023-2024. Ok, alors dans ce contexte-là, comment est-ce que les professionnels s'adaptent? Comment est-ce que le marché s'ajuste? Alors vous êtes économiste, mais qu'est-ce que vous observez? Parmi ce qu'on observe, notamment du côté de la promotion, c'est cette volonté d'aller vers des segments qui fonctionnent. Je pense notamment à tout ce qui est logement abordable dans les grandes métropoles. Le dispositif du bail réel solidaire, en particulier, qui se développe assez rapidement, qui rencontre un certain succès puisqu'il est soutenu par les collectivités. Et pas mal de promoteurs se positionnent sur ce type de projet, puisque ça fait l'activité. L'immobilier géré de manière générale aussi constitue un des segments qui résiste bien. Je pense évidemment aux résidences seniors, mais aussi aux résidences étudiantes, et puis au co-living aussi, qui est vraiment en train de s'installer assez durablement dans le paysage. Et pas mal de promoteurs se positionnent sur ce type de projet en direct ou s'associent à des investisseurs pour renforcer leur présence dans l'immobilier géré. Donc voilà, il y a cette volonté d'aller vers ce qui fonctionne. Et puis pour finir, peut-être aussi, un des grands sujets des prochaines années est la reconversion des actifs en milieu urbain, ce qu'on appelle aussi le recyclage. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'actifs
soit parce que énergétiquement ils sont plus à jour, soit parce que en raison des nouveaux modes de travail, par exemple, un certain nombre d'actifs, par exemple de bureaux, vont être obsolètes. Il va y avoir des forts besoins de transformation des actifs. Et c'est par exemple là-dessus que certains acteurs de l'immobilier, dont des promoteurs, c'est sur ce type de projet qu'ils vont pouvoir se positionner. Dernière question, est-ce que vous avez mesuré l'appétence des particuliers, du grand public pour les professionnels de l'immobilier, pour leurs transactions? D'après ce qu'on mesure, ce qu'on observe et ce qu'on peut reconstituer comme données, le PAP est plutôt stable, progresse peut-être un tout petit peu, mais l'essentiel des reconfigurations se font dans le circuit intermédiaire, avec toujours cette progression vraiment assez sensible des mandataires vis-à-vis des réseaux traditionnels. Voilà, les mandataires qui pèsent aujourd'hui autour de 20% de l'ensemble du marché, donc un petit peu plus encore au niveau du marché. On est sur une part de marché qui aurait quasiment, sur les 10 dernières années, qui aurait quasiment doublé. Donc c'est ce modèle-là qui fonctionne plutôt bien. De manière générale, bien que les possibilités de vendre seul sont sûrement facilitées à travers l'ensemble des outils qui sont à disposition, finalement le PAP progresse encore relativement peu. L'assistance d'un professionnel, en fait, reste encore très pertinente face à un projet qui reste malgré tout complexe au niveau technique et engageant au niveau émotionnel, financier, etc. Assez pertinente, c'est à quelle hauteur? Les professionnels conservent environ 70% du marché. Voilà, le PAP, c'est plutôt stabilisé autour de 30, peut-être 30 à 35% du marché. Le PAP a encore du mal à progresser beaucoup plus, en fait. Et ce que vous disiez donc, c'est que dans ces 70% de ventes intermédiées par des pros, les mandataires prennent de plus en plus de place. Tout à fait. Les redistributions au sein du circuit intermédiaire se font principalement au profit des mandataires, au détriment des agences traditionnelles. Les mandataires dont en fait le modèle s'est bien installé et qui arrivent à être très attractifs auprès de néophytes pour attirer des jeunes, notamment des personnes en reconversion, et puis aussi auprès des professionnels, à la fois des professionnels qui étaient auparavant en agence, et puis aussi pour attirer des professionnels d'autres réseaux mandataires à travers une sorte de mercato entre réseaux, où il y a un petit peu la chasse aux meilleurs professionnels. Merci beaucoup Vincent Desruelles. Le mot de la fin, si je comprends bien, on est en train de vivre un grand renversement, mais ce n'est pas du tout le grand écroulement. Exactement, c'est très bien résumé. Merci, je rappelle que vous êtes directeur des études chez Xerfi Precepta et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Mon podcast Immo. Mon podcast Immo.